Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, les misères de Toubouro dans la région de l'extrême nord Cameroun, les multiples incursions du groupe Boko Haram privent des milliers d'habitants d'accès aux soins de santé et même des services sociaux de base. Hors de nos frontières en Guinée-Conakry, la communauté ouest-africaine met en garde la junte au pouvoir pour non-respect du calendrier électoral 6 mois après l'engagement pris lors de la conférence d'Accra au Ghana. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La société civile s'inquiète des graves violations des droits de l'homme au Cameroun, des entraves souvent favorisées par l'ignorance des citoyens, mais également l'absence de confiance en la justice camerounaise. Ces problèmes ont été mis en avant afin de sensibiliser les citoyens et gouvernements en vue de renforcer l'état de droit au Cameroun. Roman Nouché, Donald Brice Kamgan. Dans la localité de Bonandem, gangrénée par l'insécurité, les braquages à main armée se multiplient. Les auteurs de ces agressions sont arrêtés par la police, mais relâchés à chaque fois. Pis encore, l'une des victimes des agressions est plutôt arrêtée, jetée en prison et subit des tortures en vue de lui faire avouer qu'il est complice des bandits. Exaspérées, les populations se décident de régler elles-mêmes les comptes à leurs bourreaux. Le tournage du film Plaidoirie à Douala a permis de voir un enracinement inquiétant de la vindicte populaire. Nous avons constaté que quand on disait action, les gens entraient à fond dans le lynchage du présumé bandit. Et quand nous disions couper, les gens oubliaient carrément qu'il s'agissait du cinéma. Et ça devenait incontrôlable. Vraiment, ça nous a tellement touchés et j'ai compris que le citoyen, le petit citoyen camerounais a des sérieux problèmes. Le petit citoyen camerounais, où qu'il soit, où qu'il vive, vit avec des frustrations. L'injustice dont sont victimes les populations de Bonandem débouche sur un procès contre le commissaire Donkaloué et ses éléments. Le commissaire est condamné à 15 ans de prison ferme pour corruption, torture et refus d'un service dû au terme d'un procès face à Nganda, le jeune qui l'avait fait arrêter injustement. La leçon? Le premier combat, c'est la lutte contre l'impunité. Vous voyez, on a essayé de montrer que même les hommes en tenue, la police, la gendarmerie, même le commissaire, peut être traîné devant les tribunaux et perdre le procès et être puni pour les abus des droits humains. Ça, c'était une stratégie pour montrer que n'importe quel citoyen peut poursuivre n'est-ce pas, une autorité publique qui abuse de ses droits. C'est là le principal message que nous voulons passer à la population. Le projet est piloté par Journalistes en Afrique pour le développement et financé par l'Union européenne. Le long métrage qui met en scène les phénomènes tels que la corruption, la violation du code de procédure pénale, le surpeuplement carcéral est réalisé dans le cadre du projet Presse libre pour la promotion des droits humains. Les autorités camerounaises ne se sont pas opposées à la projection du document à Douala et à Yaoundé, un signe de l'ouverture des pouvoirs publics aux questions de respect des droits humains, veulent croire l'Union européenne et Jade Cameroun, porteur du projet. Et dans le 5e arrondissement de la capitale économique, l'élection d'un chef de bloc au quartier Bépanda déchaîne les passions. Les populations mobilisées massivement pour prendre part au scrutin ont dénoncé des tentatives de fraude et de corruption. Des tensions et même cris de colère captés par nos reporters Roman Nouché et Sédingding. Le bloc 1 du quartier Bépanda dans le 5e arrondissement aura retenu son souffle jusqu'au bout à l'issue de l'élection d'un nouveau chef de bloc. Et pour cause, ce poste pendant pratiquement une année sera resté vacant. Un fait qui n'aura pas échappé aux populations qui décideront de prendre le problème à bras-le-corps. Sauf que le candidat plébiscité par ces dernières sera tout simplement écarté, ce qui ne sera pas du goût des habitants. Craignant qu'on ne leur impose un chef illégitime, elles iront même jusqu'à la sous-préfecture de Douala 5e
afin de faire entendre leur voix. Et là, les esprits vont s'échauffer. Jour d'élection, 3 candidats en lice. Le sous-préfet de Douala 5e en personne préside le scrutin. Après plusieurs heures, victoire sans appel de la candidate Tchengue, au grand soulagement des habitants. Dans ce bloc, on m'a élu aujourd'hui. J'ai été d'abord longtemps leur maman. Et ma maison est ouverte à tout le monde. Et même ceux qui m'ont voté, ceux qui m'ont voté, on va ensemble. On va travailler dans l'ensemble. Il n'y a pas de discrimination. Je vais ouvrir ma porte pour toute la population. La joie est immense, vous le voyez. La solidarité revient dans le quartier. Ça fait quelques mois qu'on n'a pas de sommeil. Je pense qu'aujourd'hui le sous-préfet a arrangé, a organisé et nous avons élu notre chef de bloc. Ensemble, nous allons travailler dans la paix. Une implication forte des populations que salue l'autorité administrative. Nous sommes contents de voir que les populations de ce bloc ont participé massivement aux élections que nous avons organisées pour sélectionner un chef de bloc. Ça fait 1 an aujourd'hui. Ce bloc était dans les problèmes de gestion, les problèmes de ceux qui pouvaient bien gérer ce quartier. Et je tiens à demander à ces populations de soutenir donc la personne qu'ils ont choisie. Parce que gouverner n'est pas facile. Une élection en laquelle les populations placent un grand espoir et qui, elles l'espèrent, ramènera la paix et l'harmonie dans le bloc 1 du quartier Bépanda. La situation de l'électricité au Cameroun ne cesse de s'empirer. Les Camerounais, broie du noir, les populations sont confrontées aux coupures intempestives et même des délestages quotidiens. Les opérateurs économiques déplorent d'énormes manques à gagner. Equinox Télévision continue d'être durement touchée par ces coupures intempestives. Des familles ont perdu le sommeil et interpellent le gouvernement. Les magistrats municipaux des régions du littoral et du sud-ouest passent en revue le contrat plan État-commune. Ils entendent de mieux s'imprégner des contours de ce document pour une meilleure appropriation du processus de décentralisation au Cameroun. Théophile Tchonke et Achille Kamga. Absence d'infrastructures, manque d'eau et d'énergie électrique, moyens financiers limités pour conduire à terme des projets de développement, voilà entre autres les problèmes auxquels font face nos communes à travers le pays. On a ce problème de l'insécurité. La commune n'arrive plus à récolter les impôts locaux. On ne peut pas réaliser autant de projets au niveau local. La faute à une hyper-centralisation du pouvoir. Pour inverser la tendance, l'État a mis en place le contrat plan, un cadre de collaboration entre lui, l'État, et les communes, pour la programmation et le financement des opérations d'investissement public inscrits dans le plan communal de développement. Nous avons besoin de résoudre les problèmes d'eau, d'électricité et d'énergie. Pour les zones comme Douala, il faut l'assainissement, la vulgarisation, l'aménagement du territoire, surtout dans la ville de Douala. Quand on regarde le contrat plan, on se rend compte que c'est un guichet additionnel que le gouvernement met à notre disposition pour le financement de nos projets. Un atelier interrégional de vulgarisation du contrat plan État-commune, regroupant les régions du littoral et du sud-ouest, s'est tenu le 4 mars 2022 à Douala. Il était question pour les magistrats municipaux de s'approprier cet outil de décentralisation. Les magistrats municipaux et les autres services déconcentrés seront mieux outillés dans l'élaboration, par exemple, des plans communaux de développement, dans certains projets, parce que là, il s'agit de faire une participation qui fait que la commune sera là et l'État viendra aussi de son côté pour appuyer les communes dans l'élaboration des projets qui seront directement au profit, qui iront directement au profit des populations. Organisé par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, l'atelier en question, le 4e du genre, a réuni les maires des communes des régions du littoral et du sud-ouest qui se sont inspirés au cours des échanges de l'expérience manifestement et visiblement aboutie de la commune de Lac d'Eau.
Dans ce journal, mettons le cap sur Tourou, dont la région de l'extrême nord. C'est une localité frontalière avec le Nigeria, en plus des affres du groupe Boko Haram. Cette localité est également confrontée à de nombreuses difficultés, tant sur le plan sanitaire que scolaire. Le calvaire des populations est raconté dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Cédine Digne et Amadou Daïro. Du sommet de ces collines, vous pouvez apercevoir en contrebas la petite localité de Tourou, située dans le département du Mayo-Tsanaga, région de l'extrême nord. Une localité de 75 000 âmes. Une population qui fait face à de nombreux défis de plusieurs ordres, notamment celui de la scolarisation. Nous sommes dépassés. Toutes les écoles sont fermées. On peut enseigner, mais tous les enfants sont partis ailleurs. L'accès aux soins de santé de qualité est également un défi quotidien. Les populations de Tourou ne peuvent compter que sur leur modeste centre de santé créé en 1958 qui manque quasiment de tout. Et très souvent les malades sont contraints de parcourir une centaine de kilomètres afin de rallier la ville de Mokolo. Ici à Tourou, nous n'avons pas un centre de santé qui donne accès c'est-à-dire à satisfaire les besoins des malades. Pour une population de près de 75 000 âmes, un hôpital, un centre de santé qui n'a même pas une salle d'hospitalisation, pas de maternité, pas de salle de consultation. On a des femmes qui font la prénatale et ces femmes devraient normalement accoucher chez nous. Mais à présent, elles accouchent à la maison, faute de travail dans la nuit parce que le centre est fermé autour de 16 h. On descend le lendemain. Et même la fréquentation, c'est difficile pour les gens de se déplacer vu les routes et autres. Pour cette petite localité frontalière du Nigeria, le défi sécuritaire est au centre des préoccupations de ses habitants. La dernière incursion des combattants de la secte islamiste Boko Haram ici a fait 6 morts et le petit centre de santé n'a pas été épargné. Je pense que vous allez voir, en face il y a une maison où il y avait 4 motos, il y avait une voiture et puis les dégâts matériels, ça c'était la première attaque. Ils ont incendié certaines salles. Le deuxième tour, ils sont venus et puis ils ont maintenant cassé le bâtiment principal en portant les médicaments, les blouses. Le bilan était vraiment énorme en matériel. Le relief montagneux qui entoure le village est un terrain propice aux incursions des djihadistes, comme l'explique le président du comité de vigilance de Tourou. Voilà comment les gens là viennent. C'est le monté là, c'est eux qui ont installé sur ça. Donc c'est parti nigérien. À ce côté nigérien qui montait, que vous voyez loin là. Maintenant, les arbres que vous voyez un peu verts là, c'est dans le territoire Cameroun. Et ils descendent maintenant, et ils prennent le lit du Mayo là, et ils montent jusqu'à sortir même, attaquer Tourou vers l'Oksa. 1 et l'Oksa 2 de ce côté est voisin du Nigeria. Les quelques jeunes qui vivent encore ici ont décidé de prendre leur destinée en main, littéralement, en construisant une sorte de base avancée afin de prévenir des attaques de Boko Haram. C'est la communauté elle-même qui se sont mobilisés pour faire de leur propre force. Aucun d'organismes, soit de la commune, n'est intervenu pour qu'ils essaient de nous donner un coup de main de fait que nous essayons de faire ce poste militaire. Donc, c'est la communauté elle-même qui se sont battus. Une initiative des habitants de Tourou qui en appelle au pouvoir public pour sortir de l'ornière. Et d'autres confrontées à d'énormes difficultés, ce sont des femmes. Elles ont du mal à accéder à la propriété foncière au Cameroun. La faute aux traditions et coutumes qui font la part belle aux hommes. La société civile est ainsi préoccupée par cette injustice et la révision en cours de la loi foncière porte quelques bribes d'espoir pour une amélioration de la situation actuelle au Cameroun. Marcelin Gansop, reportage. Sur le terrain de la promotion des droits fonciers des femmes, il y a encore fort à faire. Et pour cause, dans toutes les régions du Cameroun et au gré des traditions, les femmes sont régulièrement marginalisées. La loi permet à toutes les femmes qui le peuvent d'acheter la terre et d'en être propriétaires.
Mais dans les traditions, la difficulté d'accès à la propriété foncière coutumière pour les femmes est une réalité dans la plupart de nos régions. Cela vient du fait que traditionnellement, les communautés sont propriétaires de la terre et veulent préserver leur patrimoine foncier, l'intégrité du patrimoine foncier. La femme étant appelée à se marier en dehors de sa communauté, lui donner la propriété foncière ne permet pas qu'elle puisse en jouir véritablement jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'elle est appelée à partir. L'accaparement des terres par les grandes industries en rajoute à la frustration des femmes qui peinent alors à subvenir aux besoins basiques de la famille. EVA a pris toute la terre étendue, donc on n'a plus assez de terrain pour travailler. Il a pris les ruisseaux qu'on faisait la pêche avec. Puis ce sont leurs femmes qui pêchent maintenant à notre place, parce que si tu entres, on va t'arrêter. Il a pris les arbres qu'on faisait, on ramassait pour faire les janson avec. Et c'est par là qu'on envoyait nos enfants à l'école. Donc nous sommes vraiment bloqués, on ne sait quoi faire. Cet atelier sur le genre et le foncier fait un diagnostic sans complaisance de la situation des droits fonciers des femmes au Cameroun, ainsi que les principales contraintes et les actions prioritaires à mener pour changer la donne. Cette réflexion est d'autant plus nécessaire que le gouvernement procède depuis quelque temps à la révision de la loi foncière. La sécurité alimentaire repose sur la femme. Donc, donner des droits précaires sur la terre à la femme fragilise la femme, fragilise la famille et fragilise l'ensemble de la communauté. Donc il faut arriver à trouver des solutions. L'opportunité aujourd'hui, c'est que nous avons bien compris le problème tel qu'il se pose dans les différentes régions et dans les différents secteurs et que nous sommes dans un contexte de réforme foncière en cours. On peut donc formuler des propositions. De récentes études menées par le Centre pour l'environnement et le développement révèlent que la rareté de la terre dans un village ou dans une communauté est d'abord préjudiciable à la femme. Cette dernière n'ayant pas souvent le pouvoir de décision ni sur l'affectation, encore moins sur l'utilisation de la terre. Et chaque année au Cameroun, le nombre de femmes qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale est faible. Cette préoccupation était au cœur d'une réflexion à Bafoussam entre les femmes de la région de l'Ouest et le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Il est donc question de trouver des voies et moyens pour amener la femme à être acteur du développement au Cameroun. Le reportage de Vivien Tonfac. Partie de petites commerçantes pour devenir grandes femmes d'affaires bien possible. Mais de plus en plus se font rares les femmes qui réussissent pareille trajectoire. Cela à cause de plusieurs facteurs. Nous avons constaté une certaine timidité de la part de certaines femmes pour s'aventurer dans le monde des affaires, pour conduire des projets. Nous avons constaté que les femmes parfois avaient des bons projets mais ne croyaient pas en leur potentiel. Elles se limitaient elles-mêmes. Or, le secret de la réussite dans l'entrepreneuriat pour les femmes nécessite discipline et rigueur. Pour réussir, c'est une somme de comportements que nous devons adopter. Ce n'est pas le fruit du hasard. On n'arrive pas en haut au hasard. Si on veut être chef d'entreprise, il faut être une femme disciplinée. Il faut être une femme rigoureuse. Il faut être une femme assidue dans son travail. Sinon, on passera le temps tous les jours à refaire et à refaire. Et on trouvera qu'à côté, il y a des gens qui nous empêchent d'avancer. Pourtant, c'est nous qui sommes à l'origine. Dans cette salle du Centre de promotion de la femme et de la famille de Bafoussam, des exemples de réussite féminine sont expliqués aux femmes du département de la MIFI dans l'optique de les amener à s'en inspirer pour elles ou pour l'encadrement de leurs filles. Cet exercice a pour objectif principal de permettre aux femmes qu'on peut partir de rien pour devenir une grande dame. Et cette femme leader va échanger avec les femmes pour leur expliquer son parcours, les difficultés rencontrées et comment elle a fait pour les contourner. Maintenant, il y a également, tout dans le cadre de ce journée entrepreneuriat féminin, il y a le volet renforcement de capacité. Les femmes vont être formées dans les techniques de montage et gestion de projets, et micro-projets autant pour moi, et aussi dans les techniques de fabrication de savon en poudre et en liquide. Et le troisième volet, c'est le volet émulation. Au cours des exercices, il sera demandé aux femmes de produire des micro-projets matures. Et un jury va siéger pour sélectionner le meilleur projet qui bénéficiera d'une prime d'1 million de francs. Pour réussir, il faut éduquer l'enfant dans la crainte de Dieu. Une fille normale, le corps de la femme, c'est un don de Dieu. C'est un bijou qu'il faut préserver. Et je le dis à mes filles, et c'est valable pour elles. Et elles le font.
Ma fille qui est ingénieure ne connaît pas d'homme, elle est vierge. Et elle est à Paris. Mais c'est possible. Je dis c'est possible. Moi j'en connais des femmes qui sont mariées à 25 ans, qui sont vierges. Cette activité fait partie de celles retenues dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme dans la région de l'Ouest. Et toujours dans ce chapitre, inclure des femmes dans la protection et la préservation des espaces verts, c'est l'objectif visé par la société civile. À ce propos, une trentaine de femmes des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest Cameroun ont été formées sur les enjeux de la préservation de l'écosystème dans les Bamboutos. Leclerc Sakem, reportage. L'écosystème des monts Bamboutos connaît de fortes perturbations du fait des changements climatiques et de l'action de l'homme, toutes choses qui inquiètent les populations riveraines. Le mont Bamboutos, mal géré, nous vivons déjà les conséquences, le manque d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau. Nous souffrons énormément maintenant. Mais avec la gestion des monts Bamboutos, nous pensons que le problème d'eau va pouvoir se résoudre. Protéger la biodiversité de cet espace naturel est depuis quelques années un impératif déclaré. Mise à l'écart, pourtant dans le processus, la gente féminine des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest est désormais engagée à apporter leurs solutions à la protection de cet espace. En accord avec les acteurs de la société civile, ces femmes venues des différentes localités des Gracil entendent mettre sur pied des commissions de gestion de ces monts. L'implication des femmes dans la gestion des monts Bamboutos. Parce que lorsqu'on parle de l'agriculture, le ministère voit surtout les hommes. Or, c'est les femmes qui pratiquent l'agriculture. S'il y a des dispositions à prendre pour mieux gérer et pour mieux assurer la gestion des monts Bamboutos, c'est au niveau de la femme. Ce comité de gestion de paysage-là voudrait voir la participation active des femmes. Au niveau de la région de l'Ouest, les femmes se disaient être mises à l'écart lors de la mise en œuvre des projets, lors des consultations, etc. Il y a aussi les monts Bana, Banganté, Bangou qui rentrent dans la ligne de mire afin de mieux les capaciter pour un plaidoyer plus solide en faveur de la protection de ces monts. Un atelier de 3 jours vient d'être organisé dans la région de l'Ouest par Forest, question d'asseoir du leadership au sein de ces femmes dans leur combat. Au-delà du rôle des femmes qui travaillent la terre et qui doivent donc protéger la biodiversité, à côté de cela, ces dames vont faire partie de plusieurs commissions pour justement protéger la nature. Nous vivons dans une société, dans une culture qui a mis la femme au second plan, c'est-à-dire la femme n'a pas droit à la parole. Quand elle prend des décisions, elle n'est pas là. Alors que les hommes, dès leur tour, à leur bas âge, on leur a appris à décider. C'est eux, dans les foyers, qui prennent des décisions. Une bien meilleure façon d'étoffer les activités de ce mois consacré. La partie hors de nos frontières à présent, non-respect du délai d'un chronogramme électoral en Guinée-Conakry, la communauté ouest-africaine met en garde la junte au pouvoir 6 mois jour pour jour. Après la promesse faite lors de la conférence des chefs à Accra au Ghana, aucune action n'a été entreprise par les militaires. Et du côté du Burkina Faso, le premier ministre est connu, Ouedraogo, vient d'être nommé par la junte. Le reportage d'Éric Ouattat et Julien Berthe-Bissaï. 6 mois après le coup d'État ayant évincé Alpha Condé en Guinée-Conakry, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest met en garde la junte au pouvoir. Les représentants de l'institution sous-régionale justifient leur action par le non-respect du délai de la tenue des élections présidentielles et législatives devant rester l'ordre constitutionnel dans le pays. Engagement pris par Mamadi Doumbouya le 6 septembre 2021 à Accra au Ghana à la faveur de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Inquiet de la lenteur observée dans l'élaboration du chronogramme électoral, la CEDEAO invite la junte au pouvoir à en fournir un dans les plus brefs délais. Au Burkina Faso, Albert Ouedraogo, désigné Premier ministre par le président de la transition. Inconnu du grand public et novice en politique, le natif de Dori, localité située dans la région du Sahel, a fait ses preuves dans le secteur privé et s'est spécialisé dans le conseil aux entreprises, les audits et l'élaboration des plans d'affaires. Selon la présidence du Faso,
Albert Ouedraogo dispose d'une bonne expérience dans le domaine du management des administrations publiques. Au-delà des frontières africaines, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, de nombreux Africains fuyant le conflit ont été victimes de tortures et maltraitances au niveau de la frontière à la Pologne et d'autres ont même subi des actes de racisme, des scènes de violence qui ont enflammé les réseaux sociaux. Notre envoyé spécial, Landry Tchatchouan, la ligne de front, fait dans le point dans ce reportage. Bonsoir l'Afrique, bonsoir Yaoundé, bonsoir Douala, bienvenue ici même à Médika. Nous sommes à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Comme vous pouvez bien constater derrière nous, les réfugiés ukrainiens ne cessent d'entrer ici même dans cette ville de Pologne. Principal point d'entrée, même s'il y en a plusieurs autres, c'est ici que la majorité de nos compatriotes, de nos semblables, de nos frères africains ont fait leur entrée depuis le déclenchement de cette guerre en Ukraine. Ce jour, nous avons effectué le périple partant de Paris pour Cracovie, de Cracovie jusqu'à cette ville de Médika. Ça a été un parcours du combattant. Nous allons certainement vous permettre de vivre ici en direct ces dernières personnes qui viennent de l'autre côté de l'Ukraine et pour se retrouver ici même en Pologne. Comme vous pouvez bien le constater, nous avons des enfants, des femmes qui sont au checkpoint pour s'enregistrer afin d'entrer dans les différents bus qui vont arriver tout à l'heure pour les transporter. Il faudra bien évidemment noter que dans ces rangs que nous trouvons juste derrière nous, la plupart sont des femmes et des enfants car les hommes sont restés pour combattre, pour repousser l'ennemi, pour défendre la patrie. Nous sommes en direct même ici, nous allons certainement dès demain, pendant notre séjour ici même à Pologne, nous allons vous permettre de vivre la majorité, de connaître et de voir et de connaître, j'allais dire, le périple qu'a vécu la majorité de nos compatriotes et semblables qui sont partis de l'Ukraine pour la Pologne. Ils sont déjà très nombreux dans d'autres villes de l'Europe. Ils sont éparpillés un peu partout, à Berlin, à Hambourg. On nous annonçait l'arrivée d'un certain nombre aussi dans la capitale française à Paris. Nous allons au cours de notre séjour vous permettre de vivre le quotidien de ces nouveaux réfugiés, de ces réfugiés africains qui sont arrivés, qui sont entrés par ce point, par ce checkpoint ici même au sud-est de la Pologne, dans cette ville appelée Médika. Je suis Landry Tchatchouan pour Equinox Télévision depuis Médika. Il faudra le dire ce soir, je suis accompagné par mon guide Armel, à qui je dis merci pour la logistique et l'accompagnement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Et Serge Alain, vous revenez sur le calvaire de ces nombreux Africains fuyant la guerre en Ukraine pour trouver un refuge dans les pays voisins qui ont été victimes des maltraitances, tortures et même des actes de racisme au niveau de la Pologne, la frontière avec l'Ukraine. Serge Alain. Cette grosse actualité, il faut le dire, Nadine Yambou, depuis 9 jours, l'Ukraine se sent, on va le dire, envahie par les troupes russes. Et vous avez suivi dans la première partie Abdelaziz Moundé, et vous venez également le suivre grâce à notre correspondant Landry Tchatchouan. Les Africains sont en train de souffrir le martyre par rapport à cette guerre ukraino-russe, de ce côté de l'Europe, mais également sur ce plateau avec nos invités sur ce plateau. Nous allons continuer à répondre à cette question. Comment arrêter l'avancée de Vladimir Poutine qui, depuis 9 jours, je l'ai dit, se trouve en Ukraine, avec déjà une ville, Kherson, qui est tombée. Voilà, quelle sera la prochaine? Nous sommes tentés de nous poser la question de savoir, après Kherson, quelle sera la ville, quelle autre ville ukrainienne va tomber comme ça sous cette avancée russe. Depuis le 24 février dernier, les Russes sont
en Ukraine. Voilà, c'est l'essentiel de cette deuxième partie. Nadine Yambou, toujours en compagnie de nos invités en plateau. Ici à Douala, vous avez Jean-Claude Yout et Sop Amin Fouedjo. De l'autre côté, en France, Abdelaziz Moundé et en Allemagne, Wilfried Ekanga pour cette deuxième partie et qu'il en soit le temps du début. Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi 20h.